Bonjour, Monsieur Bess. Bonjour. 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 Alors, je ne sais pas ce que vous a dit Jade plus spécifiquement au téléphone, mais est-ce que ça vous va si vous faites une petite introduction sur l'éducation populaire et les MJC? Et ensuite, on a lu pas mal de choses depuis hier et on va avoir pas mal de questions. Et si ça se change en discussion au bout d'une demi-heure, est-ce que le format vous convient? Allez, j'ai l'impression. C'était une question pour Monsieur Bess, non? Oui, complètement. Ok. Si Bess nous entend. Monsieur Bess, vous nous entendez? Je ne dirais pas. Hein. Aïe. Ça n'a pas l'air. Est-ce qu'il a activé son audio peut-être? Ah, il l'a activé. Aïe, aïe, aïe. Il a l'air de voir les messages. Oui. Ah, aïe, aïe, aïe. C'est gênant. Laurent Bess, je ne vous entends pas. M'entendez-vous? Oui, là, si on parle, vous nous entendez? Oui. Non, non. Bon, Non, j'ai nous, pas on vous l'impression. entend très bien. Nous, on vous entend très bien. Il n'entend Je rien. n'ai pas de retour de son. Et c'est pas une question de volume sur votre ordinateur? Désolé, mais Oui, pardon. C'est bon. super. Ouais, super. Mais on a tendance à se mettre en muet pour pas qu'il y ait trop de bruit. C'est pour ça Oui, que… ben, c'est vrai que dans mon université, c'est Teams qu'on utilise et systématiquement, on nous demande, quand on n'a pas la parole, de couper le son D'accord. à l'entrée micro, quoi. Parfait. On a eu très peur de vous avoir perdu niveau son. Ça aurait été compliqué. Je ne sais pas ce que Jade vous a dit, mais est-ce que ça vous va de commencer par une petite introduction sur les grands principes de l'éducation populaire et la manière dont cela atterrit, s'incarne sur des lieux, et notamment les MJC, et qu'on puisse ensuite amorcer une discussion, sachant qu'on a pas mal de questions en fonction de ce qu'on a lu hier, et beaucoup de choses à vous demander sur des zones à nous éclairer. Très bien. Bah, écoutez, oui, ça me convient. C'est ce qu'on. Donc, alors, j'imagine que en fonction de l'itinéraire de chacun et chacune, la notion d'éducation populaire et son histoire est quelque chose qui est soit très bien connu, soit qui demeure assez vague. Juste, ce que je vais essayer de dresser, c'est un panorama des rapports de l'éducation populaire à un lieu, ou à des lieux, puisque c'est ça qui vous intéresse, sachant que un des paradoxes, me semble-t-il, de la situation actuelle de l'éducation populaire, c'est que la question du lieu, dans les structures qui relèvent de ce qu'on appelle les institutions d'éducation populaire ou des groupes moins structurés qui se revendiquent de l'éducation populaire. Aujourd'hui, on s'intéresse peu, paradoxalement, à la question des lieux, alors que ça a été pendant un siècle, on va dire, quelque chose de central. Bon, et c'est important, me semble-t-il, de partir de là parce que il y a des tas de groupes, de structures qui finalement interrogent un certain nombre de principes, qui ont des pratiques qui se rapprochent de l'héritage de l'éducation populaire ou même de l'éducation populaire actuelle, mais qui pour autant ne rencontrent pas ces courants d'éducation populaire. Et il me semble que la question des lieux
permet de mettre cela de manière assez nette en valeur, de mettre ça en valeur de façon assez claire, me semble-t-il. Alors, pourquoi est-ce que l'éducation populaire, on va dire qu'elle émerge au cours du 19e siècle, de la volonté de promouvoir des formes d'émancipation individuelle et collective par le biais de l'éducation, sachant que pendant tout le 19e siècle, il y a une profonde ambiguïté autour de cette notion d'éducation populaire, qui tient à ce que se mêlent au moins deux grands types d'approches. L'une qui vise à émanciper le peuple et qui est au nom de principes qui lui sont supérieurs, et donc ce sont des initiatives qui sont portées par soit l'Église catholique, soit des catégories supérieures qui, au nom de l'idée d'un peuple ignorant, vise à l'éduquer, le cultiver afin de lui faire découvrir les saints principes de l'épargne, de l'hygiène, etc., etc. Bon. Et puis, parallèlement, existe aussi, mais c'est moins important au XIXe siècle, un courant qui est issu de ce qu'on appellera plus tard le mouvement ouvrier, qui vise à une forme d'auto-émancipation des catégories populaires. Et il y a cette ambiguïté qui renvoie à l'ambiguïté fondamentale du mot peuple en français, mais aussi dans d'autres langues, puisque le peuple, ça désigne à la fois l'ensemble de la population et les catégories populaires. Et pendant tout le 19e siècle, la notion d'éducation populaire désigne des pratiques qui sont extrêmement variées, en particulier du point de vue de ceux qui les mettent en œuvre. Malgré tout, dans ce tableau donc assez confus, on peut distinguer, me semble-t-il, trois univers de manière assez nette à partir des années 1870. Un courant sans doute très longtemps majoritaire et aujourd'hui un peu oublié, qui est un courant d'origine chrétienne, particulièrement catholique en France, qui vise à rechristianiser les catégories populaires, et pour cela en développant des initiatives éducatives variées, des colonies de vacances, mais aussi des conférences, des cours du soir, etc. Des cercles ouvriers. Deuxième catégorie, un courant républicain laïque, qui s'efforce, au nom des principes supérieurs, de la laïcité, de la rationalité, de la République, d'émanciper le peuple en lien très étroit avec l'institution scolaire. Et enfin, dernier élément, mais très minoritaire, un courant lié au monde ouvrier qui vise à donner au peuple les moyens de s'émanciper. Par exemple, la formule de Fernand Pelloutier, l'un des fondateurs des bourses du travail, consistant à dire que les ouvriers doivent faire la science de leur malheur, donc comprendre leurs conditions, eh bien, ça peut être considéré comme une des racines fondamentales de l'éducation populaire. Ce qui est intéressant par rapport à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que ces trois courants sont confrontés au même problème, qui est comment trouver des lieux pour mener des actions d'éducation populaire. Alors, là où c'est le plus simple finalement, c'est pour les républicains laïques. C'est l'école qui va être le lieu privilégié de ces initiatives, donc les locaux scolaires, dans certaines grandes villes, on dote de patronage laïque, c'est-à-dire d'espaces qu'on qualifierait aujourd'hui de périscolaires ou post-scolaires qui sont destinés à mener ces activités. Deuxième cas de figure, là encore relativement simple, l'Église catholique, ce sont les locaux paroissiaux, puis des patronages catholiques qui vont permettre le plus souvent cette éducation. Chose plus originale, du côté du mouvement ouvrier, naît le mouvement des bourses du travail, qui n'est pas d'ailleurs uniquement un mouvement français, qui est un mouvement européen, qui vise à la fois
à doter le mouvement ouvrier d'un lieu de combat. Il s'agit d'affirmer dans l'espace urbain la force du monde ouvrier à travers une bourse. Il s'agit aussi de fournir à l'époque un lieu où trouver des offres d'emploi, à l'époque où le chômage ouvrier est quelque chose d'endémique. Et enfin, ça se veut être des lieux d'éducation, de formation, dans l'esprit de Fernand Pelloutier dont je parlais tout à l'heure. Et donc, on a, dès la fin du 19e siècle, la construction, à travers les bourses du travail, d'un premier exemple de locaux qui servent non pas spécifiquement à l'éducation populaire, mais dans laquelle l'éducation populaire y joue en théorie un rôle important. Dans les faits, c'est difficile, ça fonctionne mal, mais il y a des bibliothèques, il y a des salles de lecture, etc. Et ces bourses du travail vont être un des lieux privilégiés d'une des expériences importantes de l'histoire de l'éducation populaire qui naît au moment de l'affaire Dreyfus, qui sont les universités populaires. Alors, université populaire, juste une toute petite parenthèse, mais rappelez ce que l'expression pouvait avoir il y a 120 ans de profondément novateur. Il y a moins d'1% d'une génération qui, à la fin du 19e siècle, et uniquement, là je parle des garçons qui accèdent au baccalauréat. Donc l'université, c'est quelque chose d'éminemment bourgeois. Donc, accoler le mot populaire à université, c'est proprement révolutionnaire. Et c'est important. Cette expérience des universités populaires vise, selon l'une des belles formules d'un de ses promoteurs, à créer une société d'égaux volontaires, égaux EGA-UX, c'est pas le moi, c'est l'ego, une société donc fraternelle. Bon, ça sera un échec qui va marquer profondément l'histoire de l'éducation populaire, entre autres parce que eh bien, la rencontre entre ceux qu'on va appeler les intellectuels, mot qui apparaît à ce moment-là, et le monde ouvrier ne se fait pas, pour plein de raisons, en particulier de choix des perspectives d'éducation, des thématiques proposées, mais aussi des mauvais choix, on va dire, ou des erreurs sur le plan pédagogique. Toujours est-il que on voit que dès le départ, enfin, dès la fin du 19e siècle, la question des lieux est importante et elle va prendre une forme beaucoup plus cruciale à partir des années 1930, lorsque se développent plusieurs projets qui visent à doter l'éducation populaire de locaux adaptés et de locaux également spécifiques, indépendants de l'école, indépendants de la paroisse et d'une certaine façon aussi indépendants des bourses du travail, de toute façon, qui ont perdu quand même beaucoup de leur importance après la Première Guerre mondiale. Et ce projet, alors, qui va reprendre parfois le terme ancien de maison du peuple, qui n'est pas tant utilisé que ça en France, il est bien davantage dans les pays du nord de l'Europe, relève plus dans les années 30 du rêve que des constructions, mais un certain nombre de municipalités socialistes construisent ces maisons du peuple, avec donc toute l'ambiguïté d'ailleurs qu'on retrouve autour de la notion de maison du peuple, puisque nous y avons d'un côté la référence donc, au peuple ouvrier et de l'autre un équipement municipal qui doit s'adresser à tous. Et donc est présent cette ambivalence. Deuxième élément très important de ces projets de lieux spécifiques pour l'éducation populaire, les auberges de la jeunesse, qui sont, pour aller très vite, une invention allemande qui est imitée en France à partir de la toute fin des années 20 et qui prend de l'importance sous le Front populaire. Bon, c'est vraiment un lieu approprié par les jeunes. C'est parfois une grange, c'est parfois une ancienne école,
qui est prêté pendant l'été à un groupe de jeunes pour accueillir d'autres jeunes, avec vraiment l'idée, à travers la notion d'auberge, de faire vivre en lieu. Je crois que c'est là peut-être une nouvelle étape dans cette histoire. Il y a la volonté à la fois d'appropriation et aussi l'idée d'une sorte de permanence. Il faut que les jeunes, on n'est pas du tout dans les auberges de jeunesse telles qu'on peut les imaginer aujourd'hui, ce sont des jeunes qui se regroupent pour accueillir d'autres jeunes, pour jouer de la guitare, de la chanson, faire des chansons, etc. Dans une perspective internationaliste, il s'agit, dans le contexte des années 30, de promouvoir la paix par la rencontre. Et pour cela, il faut un lieu d'abord qui permet d'héberger les gens, un lieu qui permet aussi de rayonner pour découvrir les environs et pratiquer la randonnée, le ski, etc. Mais également un lieu où on se retrouve et où on fait vivre cette espèce de communauté idéale qui doit être l'auberge de jeunesse. Il y a aussi, mais toujours dans le contexte de ces années 30, particulièrement du Front populaire, un certain nombre de rêves autour du projet de club ouvrier ou de foyer communal. Alors, on va dire club ouvrier, c'est plutôt dans la tradition socialiste, voire communiste. Le foyer communal est plutôt porté par les héritiers de la tradition laïque républicaine, on va dire des radicaux qui sont politiquement moins marqués à gauche, mais avec toujours l'idée d'une sorte d'édifice communautaire qui va permettre de regrouper les hommes, on parle assez peu des femmes, on est dans un espace public donc fortement masculin, alors que dans les auberges de jeunesse, il y a une mixité, dès les origines, une mixité qui choque énormément à l'époque, mais qui est peu de mise dans les projets des foyers communaux, de l'entre-deux-guerres, où il s'agit de regrouper des individus de différentes origines pour la rencontre et pour la pratique d'activités culturelles autour du nouveau projet qui se met en place, qui va être celui des loisirs culturels portés par, entre autres, le Front populaire. À partir de cette immédiate avant-guerre, va se développer jusqu'aux années 70 un intense mouvement en faveur de l'équipement alors de la France, mais ça vaut dans les autres pays européens également, de l'équipement en ce qu'on va appeler des équipements socioculturels, c'est-à-dire des bâtiments spécifiques qui sont destinés à abriter des activités d'éducation populaire et aussi à manifester dans la ville l'importance de cette nouvelle fonction de démocratisation des loisirs. Sous cet aspect, j'aimerais insister sur le fait que l'éducation populaire, depuis l'après-guerre presque jusqu'à nos jours, a connu deux grandes transformations très importantes. La professionnalisation, c'est-à-dire la généralisation du recrutement de personnes qu'on va salarier pour mener des activités d'éducation populaire avec des publics ou aider ces publics à mener des activités. Donc, pour aller vite, ceux qu'on va appeler les animateurs. Et cette transformation est extrêmement importante. Il n'y a aucun animateur salarié en France avant la libération. Il y en a aujourd'hui plusieurs centaines de milliers. Cette transformation n'a pas été remise en cause fondamentalement. À l'inverse, la question de l'équipement, elle, qui a longtemps fait l'objet d'un très fort consensus, a ensuite suscité des débats extrêmement importants et des contestations. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'équipement? C'est la planification dans l'ensemble du territoire d'équipements qui vont porter des noms divers, peu importe, mais
ce sont là des maisons des jeunes et de la culture, là des centres sociaux, ailleurs des maisons de jeunes, des foyers de jeunes. Bon. L'idée qu'il faut, à un niveau assez bas du territoire, doter chaque quartier, chaque village d'un lieu où, en particulier les jeunes, qui sont une cible privilégiée de ces actions d'éducation populaire, puissent se retrouver. Et ce qui est intéressant, c'est que cette politique publique s'accompagne en même temps d'une volonté, à travers ces équipements, de susciter la participation. On ne parle pas à l'époque de démocratie participative, mais en revanche, il y a très fortement l'idée qu'à travers la gestion de ces équipements, en particulier, on va faciliter une renaissance de la participation, de l'implication des citoyens dans la vie de leur quartier et aussi, par ce biais-là, dans la vie civique, on va dire, plus globale, dans la vie de la nation. Et donc, ces équipements sont vraiment vus comme, pour reprendre une expression à propos des maisons de la culture, mais des machines à créer de la participation. Et de ce point de vue-là, ces équipements qui sont aujourd'hui encore en place, qui ont été construits donc, dans les années, surtout les années 60 et 70, ils font l'objet pour beaucoup d'une forme de gestion assez originale, un peu oubliée aujourd'hui parce que peut-être elle paraît simpliste. C'est ce qu'on a appelé la cogestion. Alors, quelle est la cogestion? Le principe, on est en présence d'un équipement public qui est construit sur des fonds publics. Pour aller très vite, à l'époque, 50% par l'État, 50% par les communes. Je schématise, mais c'est 99% des équipements sont construits avec ce type de financement. Sauf qu'une fois qu'il est achevé, cet équipement public, qui est construit donc grosso modo selon des modalités qui sont celles qui pourraient être celles de l'école, du centre de santé, du gymnase, ces équipements dans les années 60 sont très souvent mis à disposition d'associations chargées de les gérer. C'est-à-dire que, selon la terminologie de l'époque, en tout cas dans les MJC, on est en présence d'un service public par la voie associative. C'est-à-dire que ce sont des associations loi 1901 dans lesquelles les adhérents, c'est-à-dire ceux qui participent à la vie et aux activités de la MJC ou du centre social, sont donc majoritaires en voix, et en théorie, ce sont eux qui sont donc numériquement majoritaires dans les décisions qui sont prises pour la gestion de ces lieux. Sachant que les pouvoirs publics, à travers l'État et surtout les communes qui continuent à fournir les subventions, sont représentés, mais sont en théorie minoritaires. Et donc, en particulier dans le cas des MJC, ces conseils d'administration seront des lieux de débat, d'affrontement aussi, souvent autour de différents projets, mais ce seront surtout ces conseils d'administration des lieux qui se veulent des lieux d'éducation populaire en train de se faire, si j'ose dire, c'est-à-dire en particulier par la gestion au sein de ces conseils d'administration autour des projets qui sont proposés, des arbitrages budgétaires qui doivent être menés en fonction des subventions qui sont attribuées, et ainsi de suite. Et dans le cas des MJC, ça se double pour les jeunes, dans les années 60, de la création d'une sorte de mini-conseil d'administration, qui sont donc ce qu'on appelle les conseils de maison, qui sont ouverts aux jeunes de moins de 21 ans. Je rappelle que la majorité, jusqu'en 1974, n'est donnée qu'à 21 ans, et qui, à ce titre, ne pourraient pas prendre pleinement, les jeunes ne pouvaient pas prendre pleinement part au conseil d'administration. Il y avait donc le conseil de maison, qui était une sorte de mini-conseil d'administration ouvert aux jeunes, mais dont des représentants majeurs faisaient partie du vrai conseil d'administration, si j'ose dire. Donc, il y a vraiment l'idée que la gestion d'un lieu
est en soi un facteur de formation. Et ça, c'était quelque chose qui était profondément original, qui a été en partie oublié, mais aussi qui a été abandonné pour partie, parce que, c'était extrêmement difficile à faire fonctionner, et deuxièmement, parce que à partir du moment où les municipalités ont dû subventionner de plus en plus les équipements, les associations MJC, eh bien, elles ont estimé que le payeur était le décideur. Et donc, il y a beaucoup, surtout dans l'après-mai 68, d'affrontements parfois extrêmement violents entre les associations MJC et les municipalités. C'est ce qu'on appelait les municipalisations. Je peux vous donner je vais vous montrer quelques exemples. Alors, je ne sais pas sur Zoom comment on partage son écran. Alors, c'est juste en dessous, au centre, vous avez la fonctionnalité partager l'écran avec une petite flèche verte. D'accord. Parfait, merci. Je vois que ça marche. Alors, bon, par exemple, ça se traduit, bon, c'est ici, à Viry-Châtillon, banlieue sud, dans l'Essonne, 1973 de mémoire. Bon, affrontement entre le maire et la MJC qui étaient dans des locaux extrêmement médiocre, c'était un baraquement de récupération, mais propriété municipale. Le maire, qui est entrepreneur de travaux publics, fait détruire dans la nuit la MJC avec laquelle il était en conflit. Bon, c'est un cas extrême, mais est davantage resté dans l'histoire le cas de la MJC des Deux Portes, donc qui se trouvait dans le 20e arrondissement. Jacques Chirac, en 1977, est élu, c'est le premier maire de Paris élu au suffrage universel, puisque jusqu'alors, les maires de Paris étaient nommés. Et une de ses premières actions va consister à fermer la MJC Théâtre des Deux Portes en la privant de ses locaux, qui sont une propriété municipale, et par ailleurs en asséchant les subventions. Et donc, il y a tout un mouvement à Paris, mais même avec des ramifications en province, pour soutenir cette MJC qui était particulièrement active et aussi contestataire. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble que ces années 60, par rapport au projet, sachant que, peut-être pour permettre de souffler un peu quelques images de ces années 70, pas mal de ces MJC sont des lieux d'assez forte contestation des municipalités qui, par ailleurs, les subventionnent. Bon, c'est ici à Ampalo, qui est un quartier de Toulouse, lorsque, dans le cadre de ce qu'on n'appelait pas à l'époque le développement de la police de proximité, mais les îlotiers, la ville installe 3 policiers dans le quartier. Donc, mais c'est aussi, par exemple, à Ampalo, toujours une MJC particulièrement contestataire. 1974-75, la critique écologiste puisque donc vous avez ici, c'est un quartier de grands ensembles avec des tours qui sont remplacés par des poubelles, et vous avez en arrière-plan ici APC, Azote Produits Chimiques, qui sera beaucoup plus connu 30 ans plus tard sous le nom d'AZF, qui se trouve en face du quartier d'Ampalo, et où l'explosion de l'usine en 2001 a fait une quarantaine de morts. Alors, juste pour peut-être, alors est-ce que je crois que j'ai déjà, non, je dispose encore d'un petit peu de temps, ou vous souhaitez déjà des questions? Comment souhaitez-vous procéder? Comme l'entend le groupe, on n'est pas pressé par le temps, donc si vous avez encore des choses, c'est passionnant. Voilà, des questions, et puis je reprendrai peut-être ensuite un exposé, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous avez fait tout l'historique, ou est-ce que, parce que j'ai l'impression que vous êtes allé assez vite depuis les années 70? Alors, je peux reprendre sur un certain nombre d'aspects historiques plus spécifiques. Je n'ai pas du tout parlé de l'architecture pour l'instant.
Je n'ai pas parlé non plus des conflits d'occupation, qui sont différents des conflits avec les municipalités, puisque ces équipements se voulaient et se veulent ouverts à tous. Et comment fait-on pour ne plus partager l'écran? Pardon, Pareil, c'est en bas. Ah non, soit vous recliquez en bas, ou vous avez cliqué et vous avez cessé de en haut, partager l'écran. apparemment, c'est passé en haut, mais c'est pas très grave. OK. Et normalement, arrêtez de partager. Je peux même arrêter votre partage, je le fais. Bah écoutez, voilà. Hop. Super. Merci. Donc, sur la question des conflits d'occupation, qui me paraît quelque chose d'extrêmement important par rapport aux enjeux d'aujourd'hui et peut-être à ce qui vous intéresse, ces équipements se sont voulus des maisons pour tous, y compris dans le cas des MJC. Puisque le cas des MJC est intéressant, rien que déjà leur nom même montre à la fois l'ampleur de leur projet et peut-être son ambiguïté. Maison des jeunes et de la culture. C'est-à-dire d'un côté une catégorie d'âge, de l'autre la culture. Alors, ça veut dire pourquoi ce choix à la Libération lorsque les MJC sont créés? Simplement parce que dans le contexte de la Libération, il y a l'idée que la jeunesse est particulièrement porteuse de l'avenir, du progrès, et que c'est sur elle que peut reposer un effort d'éducation populaire, sachant que également ce terme maison des jeunes et de la culture est choisi parce qu'il s'agit aussi de faire oublier les maisons de jeunes de Vichy. En effet, le gouvernement de Vichy a tenté, avec assez peu de succès, mais de créer des maisons destinées à proposer des loisirs aux jeunes et aussi un encadrement conforme à la vision que le régime pouvait avoir de la jeunesse et de l'intérêt du pays. Donc, quand on recrée à la Libération des maisons des jeunes et de la culture, il s'agit aussi de faire oublier ça. Mais il me semble aussi, et c'est dit de manière très claire par les promoteurs des maisons de jeunes, le refus de ce qu'ils appellent le ghetto pour jeunes, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de limite d'âge dans les maisons des jeunes et de la culture, et que si les jeunes sont certes appelés à être majoritaires dans ces équipements, il s'agit à terme de toucher tous les publics. Dans les faits, ça veut dire quoi, maison des jeunes et de la culture, quand on regarde un peu leur histoire? Donc elles sont créées, je l'ai dit, les premières à la Libération, dans un contexte assez unanimiste, puisqu'on y trouve à peu près tout l'éventail des forces politiques, religieuses, philosophiques présentes dans le gouvernement à la Libération. Donc, on a des communistes, des socialistes, des chrétiens, des démocrates chrétiens. Du point de vue de l'histoire des mouvements de jeunesse, des laïcs et des confessionnels, avec vraiment la volonté de pratiquer ce qu'ils appellent une laïcité ouverte, et l'idée que c'est de la rencontre et éventuellement du conflit, le conflit, ce n'est pas nécessairement la guerre, que peut naître une éducation populaire. Donc, on est ouvert à tous et aussi, on s'efforce de promouvoir des activités destinées, certes, aux jeunes, il faut entendre, non pas des adolescents, mais des 17-25 ans, c'est-à-dire des gens qui, pour beaucoup, sont des salariés à l'époque, où la scolarisation était moins généralisée qu'aujourd'hui. Par ailleurs, il s'agit, à travers donc,
ces activités, je l'ai dit, de promouvoir une conscience civique et une participation à la vie de la cité. Dans les faits, jusqu'à la fin des années 60, on a une très forte majorité de moins de 25 ans. Donc on a bien, même si les maisons des jeunes de la culture se sont toujours présentées comme des maisons ouvertes à tous, des maisons des jeunes et des autres, dans les faits, jusqu'à la fin des années 60, on a des garçons, surtout des 17-23 ans. Et les filles ne représentent que péniblement 20% des participants, même si ça se développe un petit peu dans la deuxième moitié des années 60. Et donc, on est sur un équipement public ouvert, mais dans les faits, ce sont des garçons. Du point de vue de l'origine sociale, on a plutôt des catégories sociales qui appartiennent à ce qu'on appelle à l'époque les classes moyennes en développement, donc de jeunes techniciens, de jeunes employés. Les ouvriers sont relativement peu nombreux, sauf cas spécifiques dans des petites villes industrielles. Et pas mal de ce qu'on appelle dans les années 60 des étudiants, c'est-à-dire moins des étudiants au sens strict que des lycéens, c'est-à-dire des jeunes qui, au-delà de 16 ans, étaient au lycée, c'est ça qu'on appelle des étudiants, et qui donc n'étaient pas entrés sur le marché du travail. Ce public, il coexiste tant bien que mal, c'est-à-dire qu'il y a dès les années 60 des conflits d'usage, des conflits d'occupation importants, en particulier autour de ce qu'on appelle les bandes de jeunes, les bandes de blousons noirs. Alors, le gouvernement, dans les années 60, justifie et promeut la construction de maisons des jeunes et de la culture au nom de la lutte contre les dangers de la délinquance juvénile, en particulier les fameux blousons noirs apparus à partir de 1959. Dans les faits, il y a peu de lieux où ces fameux blousons noirs fréquentent les MJC, et ce qui ressort plutôt, c'est des conflits d'occupation, c'est-à-dire qu'un public chasse l'autre. C'est une formule que les animateurs vont utiliser dès les années 60 pour désigner la difficulté à faire coexister certains publics. Et ça va se vérifier quand on passe des années 60 aux années 70. Donc, à la fin des années 60, la MJC est encore fondamentalement une maison de jeunes. En l'espace de quelques années, entre 68, 69 et 72, 73, elle va devenir une maison pour tous. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle officiellement, à partir de 1975, toutes les MJC s'appellent MJC Maison pour tous, avec cette fois-ci une majorité d'adultes et d'enfants, les jeunes fuyant désormais ces équipements pour différentes raisons. Il y a parce qu'ils se reconnaissent moins dans les activités beaucoup plus formalisées qui sont proposées pour les adultes. Schématiquement, le foyer où on jouait au baby-foot et au ping-pong et où on traînait entre copains va être remplacé par l'atelier d'expression corporelle ou de gymnastique volontaire féminine. Et donc, les publics, même si ce n'est pas forcément sur les mêmes horaires, n'apprécient pas nécessairement de se croiser. Et donc, il y a de nouveau des luttes, on va dire, d'occupation, qui sont quelque chose d'important. Et deuxième changement qui explique que les jeunes quittent globalement, sauf exception, ces équipements, en tout cas ils n'y sont plus du tout majoritaires, c'est parce qu'ils ont trouvé d'autres lieux. Alors c'est quoi ces autres lieux? C'est par exemple quelque chose qui apparaît du moins en province à partir de la fin des années 60, qui est le café de jeunes.
c'est-à-dire dans une ville moyenne ou une petite ville, un lieu où des jeunes vont pouvoir se retrouver. C'est aussi tout simplement la possibilité qui est beaucoup plus offerte qu'auparavant pour les jeunes de se retrouver chez l'un d'entre eux, tout simplement, du fait de logements plus vastes, d'une plus grande tolérance familiale. Et puis, c'est aussi sans doute le refus par les jeunes d'équipements qui leur apparaissent trop formalisés, avec un fonctionnement, avec des ateliers. Donc, changement de catégorie d'âge, changement tout aussi important du genre de ces équipements, au sens où, c'est vrai des MJC, mais je pourrais le dire d'autres équipements similaires, désormais, ce sont les femmes qui sont très majoritaires dans ces équipements, plutôt des femmes d'âge actif, et qui vont former jusqu'à nos jours la grande majorité du public des équipements socioculturels, hein, puisqu'aujourd'hui encore, à l'exception de quelques quartiers populaires où certains équipements spécifiquement destinés aux jeunes sont majoritairement occupés par des garçons, ailleurs, le public des équipements socioculturels est très majoritairement féminin, avec des activités donc variées, mais un fonctionnement qui relève davantage d'une logique d'atelier plus formalisée, qui s'explique aussi, ce fonctionnement plus formalisé, pas simplement par la nécessité de s'adapter à un public désormais féminisé, mais également qui tient au fait qu'il y a davantage de professionnels, que les municipalités ayant restreint leurs subventions, il faut davantage compter sur un autofinancement et que cet autofinancement il repose en partie sur les cotisations que payent les différents adhérents pour accéder aux ateliers. Voilà. Je pense que je vois sur la conversation qu'on me signifie qu'il faut passer aux questions. C'est ça? Non? Si, il y en avait plusieurs. Je crois que Julie devait. Oui. Oui, il y a quelques questions. La première, c'est de Nicolas. Je vous entends assez mal. Je ne sais pas si c'est la Vous m'entendez mal? Oui. Voilà, peut-être mon micro. Donc oui, une première question de Nicolas. Donc Nicolas, si tu peux poser ta question. Bonjour, c'est une question assez rapide en fait, mais je voulais juste savoir comment c'était un peu soldé ou comment c'était clos le bras de fer entre les structures d'éducation populaire un peu contestataires et les pouvoirs publics qui les subventionnaient, quelle a été un peu enfin, s'il y a eu une issue et quelle a été l'issue rapidement, quoi, pour voir un peu. L'issue rapidement, malheureusement, ça a été ce qu'on appelle la municipalisation, c'est-à-dire le passage en gestion directe de l'équipement qui devient un service municipal. D'accord. Alors, dans le cas de ces services municipaux, dans certains cas, les adhérents peuvent être associés, il peut y avoir parfois un conseil d'adhérents, mais ce n'est plus une association entre guillemets indépendante, loi 1901, qui gère l'équipement. Il y a encore eu très récemment des tensions fortes. Par exemple, l'année dernière à Sens, il y a une MJC qui a fermé à l'issue d'un bras de fer avec une municipalité qui lui a coupé les vivres et qui l'a jeté dehors des locaux qu'elle occupait. Alors, il y a eu quelques formes de résistance célèbres. Par exemple, dans les années 70, il y a une MJC à Boulogne-sur-Mer qui a trouvé refuge sur une péniche où elle a continué à mener des activités. Enfin, bon, globalement, le nombre d'associations indépendantes a baissé, même si dans le cas des MJC, c'est un tout petit peu compensé par le fait que des communes rurales et périurbaines ont créé une nouvelle MJC. Donc, quand on regarde le nombre global de MJC, il n'y a pas eu un effondrement. Si en revanche, on regarde les grandes villes, les villes moyennes, là, oui, il y a un effondrement. Très bien, merci. Pardon. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'avais une
question je me pose la question de l'articulation entre éducation nationale et éducation populaire, dans le sens où maintenant, l'accès à l'école, il est censé être le même pour tous, obligatoire. Et aussi, c'est pas pour autant du coup qu'on n'a plus besoin de lieux d'apprentissage, de lieux d'éducation populaire, et quels peuvent être les apports de l'éducation populaire à l'école Alors, c'est une question centrale, au effectivement. sens large. C'est une question extrêmement importante. Du côté laïque, mais même du côté catholique, par effet symétrique, l'éducation populaire a été pensée comme un complément de l'école. En particulier à l'époque où une infime minorité de la population accédait à des études, on dirait, du secondaire, puisque l'école de Jules Ferry, c'est la scolarisation jusqu'à 12 ou 13 ans pour toute la vie. Et d'où la création de ce qu'on a appelé le poste scolaire, avec la formule de la Ligue de l'enseignement de l'école au régiment. C'est-à-dire, il s'agissait d'encadrer les jeunes garçons entre le moment où ils quittaient l'école et le moment où ils allaient vers cette nouvelle école qui était le service militaire. Et donc, on leur proposait des cours, des conférences, des associations d'anciens élèves, avec l'idée qu'en particulier à l'époque dangereuse de l'adolescence, il s'agissait de les encadrer, mais en même temps aussi, ce n'était pas uniquement un effet de méfiance, il s'agissait aussi de promouvoir des compléments d'éducation. Bon, par exemple, les ciné-clubs, qui ont été quelque chose d'important dans l'histoire culturelle française, bien au-delà de l'histoire de l'éducation populaire. Beaucoup des ciné-clubs sont nés dans la mouvance de ce qu'on appelait le poste scolaire. Pourquoi ? Parce qu'à partir des années 30, les enseignants, les instituteurs qui sont les principaux promoteurs de l'éducation populaire laïque, comprennent bien que les cours du soir pour ce qu'on appelle des cours pour adultes à l'époque, mais c'est des adultes qui ont 14, 15 ans, 16 ans. Ils ont quitté l'école à 13 ans, on les considère comme des adultes, mais les cours d'adultes, ça ne marche pas tant que ça. Alors, on va agrémenter ces cours de projection lumineuse, puis de cinéma, et puis on va faire des tournées de cinéma qu'on va ouvrir progressivement à la population. Et dans le monde rural, puisqu'en France en particulier, l'éducation populaire, il s'agit bien entendu d'éduquer le peuple, mais en particulier le peuple rural, qui est supposé être coupé de la modernité. Et donc les ciné-clubs des années 1930 aux années 60 vont jouer un rôle extrêmement important dans l'accès à une forme de modernité pour ces populations rurales. Avec une variante dans les années 50, les téléclubs. Ça n'a pas eu un très gros succès, mais à l'époque où la télévision était possédée, il n'y a que de mémoire en 1958, il y a 8% de la population française qui est équipée. Et donc, se créent des téléclubs sur le modèle du ciné-club dans l'école. On se regroupe 3 jours par semaine pour non seulement visionner les émissions de télévision sur la seule chaîne en noir et blanc existante, mais ensuite il y a un débat. Et c'est le débat qui est sur les émissions, le débat démocratique, comme on l'appelle à l'époque, qui est supposé être une forme d'éducation populaire. Mais ce qui est intéressant aussi par rapport, me semble-t-il, à la question des tiers-lieux dans votre question, c'est l'éducation populaire, à partir des années 30, en tout cas ce que je vais essayer de montrer, elle cherche à se doter de lieux spécifiques pour échapper au modèle scolaire. Parce que les gens n'ont pas forcément envie, une fois qu'ils ont quitté l'école, d'y retourner. Et donc, on va dire que l'éducation populaire, surtout depuis les années 60, avec la professionnalisation, la création des animateurs, elle s'est construite en partie contre l'école, contre un modèle scolaire, pour proposer des alternatives. Ça ne veut pas dire forcément contre, ce n'est pas une opposition systématique, mais c'est une école différente. Et donc des lieux différents. Je me permets de faire peut-être dans ce cas c'est pas une parenthèse, mais un complément. Je n'ai pas parlé volontairement de ce qu'on appelait une des utopies des années 60-70, qui sont ce qu'on appelle les équipements intégrés. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, sans doute ceux qui sont architectes parmi vous. Les équipements intégrés, c'est une tentative
inspiré de modèles britanniques et surtout scandinaves pour créer un équipement qui serait à la fois une école, une bibliothèque, un centre social, avec des équipements sportifs à proximité, à la fois pour rationaliser l'utilisation des équipements, mais aussi décloisonner les institutions. Il y en a eu un certain nombre donc, qui a été construit en France. Les deux plus célèbres, c'est celui de Hyères, le Hyères avec un Y qui se trouve en banlieue parisienne, dans le 91, pas trop loin de Villeneuve-Saint-Georges, et un autre à Istres. Ces équipements donc intégrés sont vraiment une des grandes utopies portées par des gens de l'éducation populaire, hein, pour beaucoup, puisque c'est souvent la MJC ou le centre social qui est au centre de ces équipements intégrés. Il s'agissait donc de décloisonner l'école, l'éducation, la culture. Bon, ça a globalement été un échec, entre autres parce qu'aucune des institutions englobantes, que ce soit l'éducation nationale, jeunesse et sport, le ministère de la culture, n'ont joué le jeu. Et par ailleurs, ça posait la question des publics. C'est-à-dire que la mixité des publics, c'est un idéal, bien sûr, la rencontre, mais comment concrètement ménager des coexistences. Et ça, c'est pas si simple que ça. Les sociologues qui ont travaillé sur les conflits d'usage dans les années 60, leur premier terrain de chasse, ça a été les MJC. C'est là-dessus qu'ils ont testé leurs hypothèses. Parce que ce sont des équipements assez rares, des équipements où vous allez, entre guillemets, spontanément, théoriquement ouverts à tous, il n'y en a pas tant que ça. À l'école, vous êtes un usager, la poste également. Donc voilà, et les tiers-lieux, quelque part, se posent la même question, quoi, enfin, me semble-t-il. Merci beaucoup. Alors ensuite, donc Arnaud a annulé sa parole. Donc Karine, une question, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup du coup pour cette intervention. Moi, j'avais une question qui était plus liée à l'architecture du bâtiment. Vous avez mentionné tout à l'heure l'idée de faire participer du coup les jeunes à l'organisation de la vie dans le bâtiment. Est-ce qu'il y avait une participation aussi sur vraiment la construction du coup du bâti ou dans ces aménagements-là? Et par ailleurs, je voulais connaître l'impact du coup de l'esthétique du bâtiment et du niveau de qualité du coup du mobilier ou des équipements qu'on pouvait trouver à l'intérieur sur la mixité des publics. Donc, une esthétique n'est jamais neutre et je voulais savoir, du coup, notamment dans les années 60, est-ce que ça avait joué un peu à l'encontre de cet idéal de mixité sociale? Alors, je vous réponds par une diapo. Alors, attendez, hop. Ah oui, mais si je suis en plein écran, je ne vois plus. Il faut que je partage avant. Voilà, bon, c'est à Épinay-sur-Seine, donc dans la Seine-Saint-Denis, la construction par des jeunes, la reconstruction. Ils ont récupéré un baraquement auprès d'EDF et ils vont donc construire ce qui sera une MJC, puisque certaines sont très, comment dire, sont de vrais objets architecturaux, d'autres sont des bicoques de récupération. Donc il y a eu ces tentatives de construction. Il y a eu aussi, par exemple, à travers cet exemple-là, c'est Château du Loir dans la Sarthe. C'est une MJC dont les plans ont été faits par des étudiants en architecture de l'École nationale des beaux-arts, aujourd'hui l'école Paris-Malaquais. Et ensuite, ça a été construit localement sur plusieurs années par la population, mais les jeunes. Il y a eu aussi, par exemple, j'ai entendu une fois Jean-Louis Étienne, l'explorateur polaire, dire qu'il avait connu sa première expérience sociale en participant à la rénovation de la prison de Castres pour la transformer en MJC. Donc il y a eu comme ça localement des travaux et de manière systématique, le ministère de Jeunesse et Sport a lancé à partir de 1966 une opération qui s'appelait 1000 clubs de jeunes, destinée à doter les petites communes de petits équipements d'éducation populaire. Alors, ce sont des équipements qui étaient livrés en kit métallique et qui devaient être, en théorie, montés par les jeunes eux-mêmes.
dans les faits, ce sont souvent les services municipaux qui les ont faits. Alors, il y a eu plusieurs types de 1000 clubs qui sont pas de, non, c'est de la petite construction, là encore, hein, c'est pas de, mais qui, un certain nombre, il y en a eu 3000 en tout, parce qu'il y a eu plusieurs programmes, un certain nombre ont survécu aux âges, et certains sont encore relativement bien adaptés aux usages, même si aujourd'hui ils posent des tas de problèmes d'isolation, de mise aux normes. Mais c'est un exemple d'implication de la population. Après, sur les qualités architecturales des bâtiments, bon, l'un des plus, alors, à ma connaissance, la seule MJC qui est classée à l'inventaire du patrimoine du XXe siècle, c'est la MJC des Marquisats à Annecy. Donc les Marquisats, c'était ça au départ, sur les bords du lac d'Annecy, dans un cadre absolument extraordinaire, avec un parc. Donc il y avait une maison bourgeoise qui avait été récupérée parce qu'elle avait été occupée par la milice pendant la guerre et transformée en centre d'éducation populaire puis MJC. Et en 1964, André Wojanski, qui est le chef d'agence de Le Corbusier, donc, va construire un grand équipement de style moderne qui est la MJC des Marquisats. Donc, alors, je n'ai pas pu récupérer, mais je pourrais vous fournir, il y a eu de très belles photographies qui ont été faites en couleur au moment de l'inauguration. Si ça vous intéresse, il y a un livre qui a été écrit, je pense que vous êtes architecte de formation, qui a été écrit sur cette MJC, qui a des volumes particulièrement intéressants. C'est une MJC qui a connu un succès réel, alors, plein de raisons qui ne tiennent pas forcément qu'à l'architecture, hein, qui tiennent à la ville, qui tiennent aux différents animateurs qui s'y sont succédés. Mais ça a été un des hauts lieux de l'éducation populaire en France. Merci. Ensuite, donc, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont annulé leur question puisqu'ils ont eu la réponse. Je crois que c'était Arnaud. Oui, c'est un grand merci pour ça, c'est passionnant. Je voulais avoir un peu votre point de vue par rapport à cette longue histoire que vous nous avez présentée par rapport au tiers-lieu aujourd'hui. Est-ce qu'on présente beaucoup les tiers-lieux comme des mouvements d'initiative de la société civile? Est-ce que c'est une municipalisation à rebours? En gros, c'est un moyen pour les collectivités de laisser faire, d'encourager le laisser faire par les associations, mais sans y prendre part aujourd'hui. Est-ce que ça peut être lu comme ça ou est-ce que c'est trop simpliste comme lecture? Non, il y a sans doute ça. Il y a une forme de défiance. Ces équipements, ils ont suscité, déjà, si c'est du point de vue de la construction, je dirais, ils ont suscité beaucoup d'espoir dans les années 60, avec vraiment, parce qu'aussi, je pense qu'on est à une époque où on pense que l'architecture, non seulement peut être une forme silencieuse d'éducation, pour reprendre la formule du directeur des constructions scolaires de l'époque, mais peut vraiment créer les conditions de rencontres. Dans les faits, sans doute, ça a été plus compliqué, entre autres aussi parce que les architectes n'ont pas eu souvent les moyens de faire ce qu'ils auraient voulu. Mais ces équipements ont souvent été présentés comme des non-lieux. André, oui, c'est André Raymond, non, c'est pas André Raymond, je suis en train de chercher son nom, le sociologue André Raymond, pardon, a écrit un certain nombre de textes assez sévères sur ces équipements socioculturels qui lui semblaient être des exemples de non-lieux. Et vous avez, je le montre souvent, cette citation de Jérôme Deschamps. Donc vous connaissez le metteur en scène de théâtre, L'homme des chiens. Alors, je me retrouve dans mes... qui a une formule assassine à propos des MJC. Bon, il dit des lieux faits pour rendre la vie triste. Donc, tout ça pour dire que
euh, il y a eu, à partir des années 80, entre autres parce que d'une part un équipement important avait été développé en France, mais un désintérêt, on va dire, global pour ce type d'équipement qui aujourd'hui aurait besoin pour beaucoup d'être rénové, remise aux normes, etc. Il y a assez peu de construction d'équipements. Il y a des exceptions. La ville de Paris, par exemple, a construit pas mal de centres d'animation. Elle continue à en construire, mais parce qu'elle était paradoxalement assez mal dotée et qu'elle a fait aussi l'analyse qu'il y avait des besoins spécifiques à Paris. Et bon, me racontait par exemple une architecte il y a quelques années, me disait, mais par exemple à Paris, pour des lieux où on peut simplement organiser ne serait-ce qu'un anniversaire d'enfant, en dehors de McDonald's, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est vrai que c'est aussi une des fonctions de ces lieux que de permettre des accueils. Alors après, sur la question plus politique du désintérêt les municipalités, elles ont d'abord, dans les années 80, enfin 70 et 80, municipalisé avec l'idée qu'elles feraient mieux que les associations. Et puis elles se sont rendues compte que les conflits qui pouvaient exister entre elles et les associations, désormais, ils existaient au sein des équipements qu'elles géraient elles-mêmes et que parfois, il était plus commode de confier la gestion des conflits à d'autres que soi-même. Et donc, il y a eu, mais pas trop dans le cas des MJC, mais la volonté de se réappuyer sur des petites associations locales, avec souvent l'idée qu'une association locale, on allait peut-être plus facilement pouvoir la circonvenir qu'une association qui appartient à une fédération comme la fédération des MJC. Mais il y a eu cette tentative-là. Et par ailleurs, sans doute aussi que dans le contexte, on va dire, libéral, l'idée que les initiatives doivent émerger et que les municipalités, les pouvoirs publics ne sont là que pour éventuellement les encourager ou les soutenir. Oui, effectivement, on peut peut-être parler d'un désengagement des pouvoirs publics. En tout cas, si c'est en termes de subventions de fonctionnement, oui, indéniablement. Oui. Pardon. Oui. Merci pour votre réponse. Est-ce que, alors Hermine, je ne sais pas si j'ai répondu à. Ça vous convenait ou... Oui, oui, totalement. Merci beaucoup. Arnaud, Hermine avait une question. Ouais, une petite question très courte. Justement, vous parlez d'organiser son anniversaire qui pouvait se faire soit dans les MJC, soit au McDo, qui avait nulle part ailleurs. Il me semble qu'aujourd'hui, des lieux comme les Grands Voisins ou d'autres espaces comme ça permettent ça. Donc, est-ce que les tiers-lieux, ce grand package qu'on va mettre sous le nom de tiers-lieux, est-ce que ce n'est pas les nouvelles MJC aujourd'hui? Peut-être. Oui, oui. Alors, à ma connaissance, il y a peu de structures labellisées d'éducation populaire qui ont revendiqué le titre de tiers-lieu, de ce que je crois savoir. Il y a une exception rurale, alors, mais qui est toujours mise en avant, donc c'est celle de Signy-l'Abbaye. C'est un centre social bibliothèque qui se trouve dans le sud des Ardennes, qui s'appelle pas MJC, Centre social bibliothèque Yves Coppens, qui date de 2007, quelque chose comme ça. Mais ce qui me gêne un peu, c'est quand je parcours un peu la littérature sur la question, c'est toujours cet exemple qu'on met en avant. Mais oui, je pense que le monde sans doute des tiers-lieux, il me semble aussi, par exemple, que les bibliothécaires, enfin, le monde des bibliothèques, aujourd'hui, se pose. Ça fait très longtemps que bien sûr que les bibliothécaires se posent la question des publics, mais il me semble sans doute quand même de manière peut-être plus radicale qu'avant, et que ce qui explique entre autres pourquoi ils s'intéressent eux aussi à l'univers des tiers-lieux, il me semble. Mais c'est vrai qu'il y a un renouveau de l'éducation populaire depuis une vingtaine d'années, qui peut être symbolisé à travers ce qu'on appelle l'éducation populaire politique. Alors, je vais vraiment caricaturer, mais la figure de Franck Lepage, par exemple, donc, vous connaissez peut-être les conférences gesticulées, etc. Ce courant-là, parce qu'il se construit assez largement contre
l'éducation populaire, on va dire instituée, contre les MJC, hein, même si Franck Lepage, il a longtemps travaillé à la Fédération française des MJC. Mais il n'empêche que bon, les critiques, qui sont pour pas mal d'entre elles fondées, qu'ils adressent aux fédérations d'éducation populaire, font qu'ils se construisent assez largement contre cette éducation populaire instituée. Et donc, une des choses dont ils ne se préoccupent pas, c'est la question des locaux. Ce n'est pas leur enjeu. Parce que pour eux, d'une certaine façon, c'est aussi parce que l'éducation populaire, on va dire instituée, s'est enfermée dans des locaux, ce qu'on appelait dans les années 70 la maladie de la pierre de l'éducation populaire, les aurait privés, c'est à voir, hein, les aurait privés d'un certain nombre de capacités d'action. C'est à manier avec précaution quand même. Parce que, par exemple, cette vision-là, on peut dire que c'est une vision de l'histoire de l'éducation populaire qui est très genrée, par exemple, au sens où on oublie, par exemple, ce qu'a pu représenter pour des femmes de milieux relativement modestes dans les années 70 la possibilité d'accéder ne serait-ce qu'à des cours je sais pas, de gymnastique ou d'activité corporelle. Ça peut paraître peut-être banal si on est sur une perspective d'une éducation populaire politique, mais si ensuite cette même personne a participé à un conseil d'administration, peut-être que dans sa trajectoire personnelle, ça a représenté des formes d'émancipation qu'on a tendance spontanément à minorer, mais qui ne sont pas, d'un point de vue genré, qui ne sont pas neutres. Et pas simplement genré, je dirais aussi d'un point de vue, aussi du point de vue de l'origine sociale. Merci. Est-ce que j'ai vu passer une petite notification de Jade Ouais. me disant que c'était bientôt fini? Ça risque de couper d'ici 60 secondes. Qu'est-ce qu'on fait? La question de Charlie. Charlie avait une question. Ouais. Avec la frustration possible, qu'on ne puisse pas avoir toute la réponse, Charlie, mais, mais profitons du temps qui nous reste. On t'entend pas, Charlie, réactive ton micro. C'est bon. Oui, pardon. À la grande perspective des grands voisins, il était dit qu'il était posé une question, est-ce que les tiers-lieux sont les nouvelles mairies? Moi, je voulais savoir un petit peu dans le mouvement des MJC, est-ce que ça a été vraiment mis en tension dans le débat? Est-ce que les maisons de jeunes étaient des nouvelles mairies? Et est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens de ces sphères-là qui se sont engagés en politique? Alors, c'est super comme question parce que, effectivement, le conseil de maison des MJC dont je parlais tous les années 60 était présenté comme un conseil municipal en miniature. C'était un lieu où on disait que les jeunes, qu'on supposait dépolitiser, parce que c'est un des grands trucs des années 60, hein, entre la fin de la guerre d'Algérie et mai 68, vous avez tout un tas de discours sur la dépolitisation des jeunes. Bon, on a vu ce que ça a fait quelques mois plus tard. Donc toujours méfiance vis-à-vis de ce type de discours. Mais donc les MJC se prétendent des conseils, le banc d'essai de la citoyenneté, voilà, quelle a été la formule, et donc des conseils municipaux en miniature. Et effectivement, ça a été pour toute une génération d'élus qui sont arrivés à ce qu'on appelait la vague rouge et rose des municipales de 77. Il y a eu beaucoup de municipalités qui sont passées à gauche en 77.